Bonjour, je suis Aude Goussard, je suis invitée par Parole d'influence pour vous parler du militantisme. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup les Antillais, mais également les Guyanais, le militantisme. Déjà, avant de parler de ce sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Comment vous vous êtes intéressé au militantisme? Alors, je suis une militante depuis mes années lycée, au lycée de Bellevue, avec les premières grèves que nous avions menées. L'esprit de dénonciation, d'injustice m'ont toujours traversée et donc, je vais dire, dès mes années lycée, dès mes 15, 16, 17 ans, j'étais déjà militante. Alors, est-ce qu'on peut faire la définition? C'est quoi un militant, selon vous? Alors selon moi, un militant, c'est une personne lambda de la société civile qui est témoin ou victime d'injustice, quel que soit l'ordre. Ça peut être d'ordre familial, d'ordre professionnel, d'ordre privé, d'ordre collectif aussi. Et donc c'est une personne qui pense au collectif, et qui considère que se taire n'est pas possible et qu'il faut régler des problèmes de société que nous avons. Et donc, un militant est prêt à braver, que ce soit, la désobéissance, civile, que, n'importe quelle personne en face d'elle, qui serait, tentée de commettre, des actes d'injustice. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut être militant aujourd'hui tout en pouvant rester inséré dans la société, selon vous? Selon moi, nous le constatons tous, la société va mal. Est-ce qu'on peut rester lisse face à une société qui va mal? Je ne pense pas. Donc, c'est bien parce que la société va mal qu'il y a des militants. Donc, bien évidemment que on va dire de l'histoire du militantisme, que ce soit dans les Antilles ou ailleurs, en Guyane ou ailleurs dans le monde, même en France, c'est bien le militantisme qui a fait avancer des causes et c'est bien le militantisme qui a permis de faire évoluer des schémas qui étaient peut-être obsolètes et qui ne permettaient pas le bénéfice à tous. Donc, bien sûr qu'un militant peut être inséré dans la société, mais est-ce que la société, le reste de la société, puisque le militant est dans la société, est-ce que le Mhm. reste de la société est prêt à accepter le militantisme? C'est pas certain. En tout cas, ça ne fait pas l'unanimité. De votre expérience. De mon expérience personnelle, j'ai pu avoir beaucoup de victoires collectives, Mhm. comme beaucoup de victoires personnelles, mais j'ai aussi essuyé des échecs. Donc, généralement, un militant, surtout un désobéissant civique, peut être confronté à une perte d'emploi, ce qui a été mon cas, un licenciement. Alors que le droit du travail précise bien que le syndicalisme, la politique, l'orientation sexuelle ou autre sont strictement privés, mais il s'avère que moi j'en ai été victime, donc pourtant sans avoir commis aucune faute professionnelle. Ce que j'entends par faute professionnelle, c'est pas de propagande au sein du travail, pas d'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins de propagande, je n'ai pas fait de discrimination au sein de mon emploi par rapport à mes opinions politiques et syndicales. Mais voilà, comme je disais, malgré ça, la société, en tout cas mes employeurs, n'ont malgré tout pas accepté. Qu'est-ce qui vous était reproché? Il m'a été reproché notamment d'être une indépendantiste. Mhm. Donc j'ai eu à entendre, si j'avais su que tu étais une indépendantiste, j'allais pas du tout t'employer. Mais une fois l'avoir découvert, avec un indépendantiste à la tête de la collectivité territoriale, étonnamment, ça arrangeait tout le monde. Donc Voyez. la vie du militant, ça vient en fonction de la politique aussi, un peu? Être indépendantiste est un statut politique, Mhm. parce qu'il est question de changer une constitution pour nous permettre d'accéder à une indépendance. Donc c'est foncièrement une opinion politique. Mais une opinion politique personnelle qui a un impact ou non selon les personnes qui sont à la tête de la collectivité, c'est ça? En tout cas, pour mon employeur, ça a été le cas. Bon, finalement, tu es une indépendantiste, entre guillemets, c'est Marie-Jeanne qui est à la région, c'est Ça très bien. passe. Et d'ailleurs, je me demande si je n'ai pas été choisie pour ça. Mais ça, D'accord. c'est après mûre réflexion.
et parce que des marchés ont été délivrés sous sa présidence, ce qui ne veut pas du tout dire que moi j'en faisais pas partie, mais je pense qu'on avait des marchés avec la CTM et on s'est peut-être dit qu'en la mettant là, celle-là, ça passera bien, sachant qu'avant moi, il n'y avait pas de Martiniquais à ce poste. Donc finalement, tout est lié, hein, Tout est lié. Alors, vous racontez votre expérience, mais du coup, vous êtes militante, mais vous ne travaillez pas, vous ne réfléchissez pas seule. Les autres militants avec lesquels vous collaborez, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ce que vous avez vécu, des injustices au travail, par Ah oui, exemple? oui, 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 oui. Alors je disais que les problèmes d'ordre professionnel surviennent, mais par la suite, j'allais vous dire, ben, il y a des problèmes d'incarcération, Mhm. il y a des problèmes de perte de droits, il y a des problèmes familiaux qui se posent aussi. Donc le militantisme, en tout cas un militant, peut être confronté à diverses problématiques dès lors qu'il s'engage. Ça, c'est certain. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que le militant peut aller jusqu'à la désobéissance civile, donc par conséquent, par ricochet, avoir des problèmes judiciaires. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie qui est quasi obligatoire pour se faire entendre ou au contraire, dans votre réflexion, il vaut mieux du militantisme apaisé? Je ne suis pas apaisée, en tout cas je ne le serai jamais face à l'injustice, mais la désobéissance civile est encadrée par la loi. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'un désobéissant civil, il a un certain nombre de critères qui font que la justice va juger qu'il est un désobéissant civique. J'entends par là qu'un militant, il sait que quand il va faire une action, que cette action vise à interroger la société. Un. Mhm. Deux, le désobéissant civique sait qu'il va commettre, qu'il ne va pas commettre. Le désobéissant civique sait qu'il opérera certaines actions qui risquent de le mettre face à la justice. L'objectif étant que ce problème passe dans l'opinion publique. Enfin, un militant, un désobéissant civique, généralement défend des causes collectives. Donc quand on sait qu'il y a un problème d'ordre sociétal, quand on sait que pour le dénoncer, il faut faire des actions qui risquent de nous mettre face au tribunal, et enfin, le désobéissant civique sait pertinemment ce qu'il encourt. Mais un militant derrière les barreaux, est-ce qu'il est tout aussi efficace pour vous? Il sert normalement d'exemple. Dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui sont passés par une phase d'incarcération, généralement derrière, ont fait bouger certaines lignes. Donc c'est pas un échec pour vous, un militant qui finit derrière les barreaux, c'est pas un échec. Il sait qu'il s'y risque. Mhm. Bon, ça, je parle d'un point de vue Oui, international. oui, c'est ça. D'un point de vue strictement local, si je prends l'exemple de la Martinique ou de la Guadeloupe ou même de la Guyane, puisqu'on est sur le Mhm. bassin antillo-guyanais, euh, en revanche, là où d'autres dans le monde feront des actions beaucoup plus poussées, beaucoup plus graves, on constate que dans les communautés d'outre-mer, la sentence est beaucoup plus violente de la part de la justice. D'ailleurs, on a une procureure, notre procureure actuelle disait quand elle était simplement syndicat des avocats, je constate que les sentences sont violentes, un petit peu pour rien, pour une personne qui s'est exprimée, pour une personne qui a déplacé une barrière Vauban, pour une personne qui a marché sur l'autoroute. On constate que les peines dans les Outre-mer sont beaucoup plus violentes, les Mhm. décisions de justice sont beaucoup plus drastiques et violentes que partout ailleurs dans le monde. Et ce sont ces mêmes personnes qui le remarquaient quand il n'avait pas de poste de procureur général, par exemple, qui aujourd'hui appliquent exactement ce qu'elle dénonçait il y a quelques Mais années. l'outil de comparaison, parce que comment on s'en rend compte que c'est beaucoup plus violent? Est-ce L'outil de qu'il y a des comparaison, ben militants dans regarde, l'Hexagone, par exemple, qui ont des actions beaucoup plus marquées et qui finalement ne récoltent qu'une simple amende? ou ne récolte rien. On prend exemple en ce moment avec les agriculteurs de France qui se soulèvent par rapport aux réglementations européennes. Ils peuvent arriver et déverser 5000 mètres cubes d'excréments de vaches sur une préfecture. On identifie la plaque d'immatriculation du tracteur, on identifie le chauffeur, mais il n'est pas inquiété Mhm. parce qu'on considère que c'est une révolte populaire, une révolte de l'ordre d'une désobéissance, et donc c'est cadré. Ici,
vous déversez 5000 mètres cubes, il y a qu'à voir, il y a quelques années, il y a des jeunes qui ont déversé des ballons de couleur sur le mur de la préfecture. On a eu droit à un communiqué derrière du préfet qui disait: «On va les retrouver, ils seront punis». Oui, mais est-ce que la différence, c'est pas le côté encadré? Parce que les agriculteurs, ils font partie d'un syndicat. Est-ce que c'est pas ça la différence, par rapport à des militants? Alors je prends l'exemple en Martinique, il n'y a pas forcément d'entité qui encadre. Est-ce que ça ne serait pas ça la différence? Non, il n'y a aucune différence. C'est un traitement, selon moi, qui est strictement colonial. Les problématiques, que l'on soit syndiqué ou non, d'ailleurs nos syndicats, hein, dans le syndicat de la santé, on a 3 camarades la semaine dernière qui ont été condamnés. Mmh. Donc ça montre bien que l'on soit syndicat, que l'on soit de la population, de la société civile ou dans le monde associatif, la répression est différente en fonction de là où on se situe géographiquement en France, ça c'est certain. Et je le répète, un petit peu de peinture et 5000 mètres cubes d'excréments, ce sont 2 situations totalement différentes avec des risques sanitaires énormes et pourtant la façade de la préfecture en France, elle est nettoyée, plus personne n'en parle. Ici, on va vous chercher, on va vous trouver, on va vous condamner simplement pour avoir émis des propos. Est-ce qu'il y a une réflexion antillo-guyanaise dans le militantisme? Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a quelques années, vous aviez les grands frères de Guadeloupe, les Mmh. grands frères de Guyane, et puis ici, vous aviez Action-Réaction, par Mmh. exemple. Nous avons eu la visite de Kémy Séba, Mmh. qui a, une fois par an, visite chaque département des Outre-mer. Je suis en relation directe avec les grands frères de Guadeloupe et les grands frères de Guyane, avec certains groupes euh, qui n'ont pas abandonné le terrain du militantisme, mais qui ont décidé d'agir maintenant sur le volet politique. Donc, Mmh. ça évolue en fonction d'où on se situe. En On le Guadeloupe, voit notamment avec le député en Guyane. exactement. Mmh. Avec aussi celle qui s'est présentée, Ivan Goua, qui s'est présentée aux élections à la députation et qui a fait un très beau chiffre. Donc, Désiriman, son nom m'échappait. voilà. Et Ivan Goua, par exemple, pour sa première présentation, elle n'a pas gagné, certes, mais en Mmh. tout cas, pour une première présentation, pour une femme et pour une militante qui est connue de tous pour être une militante, elle a fait d'excellents scores. Et c'est elle qu'on prend en référence parfois pour aller dans certaines réunions parce qu'ils estiment qu'elle a vraiment le regard et le pouls du peuple. Donc ça démontre bien qu'on peut être un citoyen lambda qui décide de militer à devenir une femme d'influence au niveau politique. Alors justement, est-ce que, parce que là, il y a quelques exemples, mais est-ce que les militants peuvent faire de la politique? C'est-à-dire créer un parti, un groupe, faire des élections, etc., etc., participer à des élections? Je pense que c'est l'histoire du mouvement indépendantiste martiniquais, je pense que c'est l'histoire du mot des masses, Mhm. je pense Mais là, on que... parle d'anciens partis, enfin Oui, d'anciens, je veux dire des partis qui mais eux, ils existent étaient depuis militants. Oui. Ils ont d'abord débuté par être militants. Mhm. Aujourd'hui, en fonction du département, beaucoup vous disent, alors oui, aussi il faut le dire, nous sommes des militants indépendantistes. Mhm. Donc, vous aurez en notre sein un courant qui va vous dire « ah bah les élections françaises » et un autre qui va vous dire « oui, il faut intégrer la politique française pour la changer de l'intérieur ». Mhm. Il y a deux angles de vue totalement différents. Et là-dessus, ça peut créer effectivement des discordes. Mais nous gardons toujours comme objectif principal d'atteindre une certaine autonomie puis une certaine indépendance. J'appartiens aujourd'hui à une association qui s'appelle le RPRAC, dont le président est Rodrigue Petito, surnommé le R, dont tout le monde entend parler en ce moment. Nous avions un projet de départ qui était strictement du militantisme de base, donc des désobéissances civiques. Par la suite, parce qu'effectivement, on entend aussi les réflexions des journalistes, de la société civile qui peuvent émettre des critiques aussi. Mhm. Donc, on est obligé de les entendre. Et c'est fort d'avoir discuté avec des personnes d'influence, différents courants politiques et associatifs, qu'aujourd'hui, le RPRAC, qui est le Rassemblement pour la protection des peuples et du patrimoine afro-caribéen, nous avons certainement d'ailleurs une visée politique pour les prochaines échéances. Alors, ceux qui, là, alors c'est pas une réflexion, c'est une question.
c'est le côté aujourd'hui, les militants ont un rapport différent avec la presse et Oui, de la communication que les militants d'avant qui, c'est normal, d'ailleurs, ils ont débouché sur la vous en politique. savez quelque chose? Oui, j'en sais quelque chose. Le rapport des militants aujourd'hui avec la presse, alors pour le coup, en Martinique, je maîtrise et je sais que c'est très compliqué. En Guyane, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont la même réflexion? On ne passe pas par la presse et on communique directement. Votre avis dessus? Alors là, c'était un courant bien particulier qui rejetait la presse en bloc. Pourquoi? Et c'est une vérité, on se rend compte on ne peut pas limiter la parole à 1 minute 30 ou à 45 secondes dans un débat ou dans un journal télévisé. Et à chaque fois, ces camarades-là se sont rendus compte qu'ils pouvaient émettre des informations très importantes, mais que malheureusement, il y avait une désorientation de leurs propos ou une désinformation ou une incompréhension de leurs propos, parce que sur peut-être 10 minutes où ils ont parlé avec le journaliste, ils se retrouvent avec 45 secondes et comme par hasard, ce ne sont pas les 45 secondes qui voulaient faire passer leur message. Ça, c'est le premier constat au niveau des journaux télévisés. Le deuxième constat, c'est lors des émissions Mhm, plateau, où là, on a un petit peu plus de temps. mhm. Mais on se rend compte que parfois, le journaliste, même si il est censé être neutre, il ne peut pas s'empêcher d'émettre un avis. Et c'était fait de manière très maladroite. Donc la conclusion était, zut, à chaque fois, ça nous donne une mauvaise image avec un sentiment d'une manipulation de masse, ce qu'on appelle un écran de fumée ou un hareng fumé. Et ils se sont dit, on ne discute plus avec la presse, ça sert à rien. Et ça, c'est en Martinique. Mais Guadeloupe, Guyane, c'est pareil ou pas? Guadeloupe, Guyane, c'est même pire parce que vous n'entendez, à part le LKP en Guadeloupe par Mhm, exemple, qui représente le syndicat, mhm, la vindicte populaire, le milieu associatif, on n'entend pas parler de militantisme. Les mhm. grands frères, on les a mis au rang des parias, dont aujourd'hui O'Neill se trouve en prison par exemple, pour avoir été considéré comme défavorablement intelligent. Chez nous, le R va être défavorablement connu. Mhm. En Guyane, les grands frères, il a fallu qu'ils percent la politique pour qu'on ait un autre regard sur eux. Mais du fait qu'un militant ou un groupe de militants dans l'État français, reconnu comme étant indépendantiste, pour certains souverainistes, voire panafricanistes, Mhm. on rentre directement en contradiction avec l'État français. Donc, l'outil de l'État français pour nous empêcher d'avoir droit de cité ou tout simplement de manifester comme n'importe quel Français en France, ça va être les forces de l'ordre. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne dans tous les départements d'outre-mer. Une ligne des forces de l'ordre pour nous mettre entre celui qui nous pose problème et nous. Donc, dans l'opinion publique, on ne va jamais chercher à savoir qui a tiré le gaz lacrymogène ou qui a tiré la première pierre. On va s'arrêter à, il y a des confrontations, donc ces gens-là sont à craindre. Mhm. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le militant, le désobéissant civique, il sait très bien à quoi il s'expose. Par contre, ce qui commence à rentrer dans l'opinion publique, c'est que effectivement, généralement, le feu part soit d'une intimidation, soit d'une provocation, soit d'un tir lacrymogène là où ce n'était pas justifié. Et on l'a vu en 2020 notamment. Alors, on parle de militantisme, mais quel est le regard des militants face à la population qui n'est juste pas d'accord? Parce que souvent, pour militer, il faut bloquer, il faut imposer. Et quel est votre regard par rapport à ça? Notre regard, alors après 2 coups de dent sur les tétés, comme j'ai pu le voir à Mhm, Genipa, où une cliente de Genipa était excédée par le fait qu'on ne veuille pas la laisser passer, et alors ce qu'on lui avait remis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne passent pas par la presse. Je vais vous prendre un cas précis. Genipa, que nous avons voulu barrer parce que Genipa, il y a beaucoup de personnes de la population qui n'y vont pas parce qu'ils n'acceptent pas qu'on ait construit dans une mangrove. mhm, Deuxièmement, le groupe mhm. que je ne vais pas citer ici, le grand groupe qu'on connaît tous, est propriétaire de ce centre commercial, mais en plus est dans l'affaire de la chlordécone. Donc les militants se sont dit, pour attirer l'opinion publique, et sachant qu'il y avait les échéances Mhm. judiciaires qui arrivaient, il fallait qu'on alerte la population. Et on s'est dit, tiens, là c'est parfait. On s'est retrouvé à imprimer des tracts qui ne sont jamais passés dans la presse. Jamais. Mhm.
dès le petit rond-point de Génipa, étaient distribués à la population qui voulait quand même pénétrer en voiture des tracts pour leur indiquer où se trouvaient les pôles économiques martiniquais dans lesquels ils trouveraient exactement ce qui se trouve dans le centre commercial. Donc en gros, vous venez, vous ne pourrez pas passer, mais on sait que les Martiniquais font leurs courses beaucoup le samedi. Donc voici les endroits tout près, Rivière-Salée, Ducos, Lamentin, tout près où vous pourrez aller. On s'est confronté souvent à des personnes qui nous mordaient. Mhm. J'ai une camarade militante qui s'est fait attaquer au sein, par exemple. Donc, on a affaire à une population on a affaire à une dame qui est très foncée de peau. Qu'est-ce que vous avez à voir après ce monsieur, le fameux grand monsieur que tout le monde connaît, en lui disant, mais madame, c'est quand même pas votre famille, et qui préfère nous attaquer. Mais est-ce que vous entendez que malgré votre Nos requête, revendications. vos revendications, vous entravez leur liberté? Et c'est peut-être Absolument, un peu ça. Et absolument. ça, est-ce que vous l'entendez? Et le regard que vous avez par rapport à ces gens qui disent, vous, c'est votre avis, mais moi, j'ai envie quand même d'aller faire mes courses là-bas. Oui, ben, bien sûr qu'on l'entendait. Mhm. Bien sûr qu'on l'entendait, mais ça fait partie du concept de la désobéissance civile, déranger pour susciter la réflexion. C'est ça, au fait, l'objectif. Et, euh, et par contre, il y en avait d'autres, beaucoup, plus qu'on ne le croit, qui nous disaient, effectivement, vous me permettez de m'interroger. Mhm. Et nous en avons beaucoup, on ne va pas dire que c'est toute la population, mais il y en a beaucoup, qui ont fait d'autres choix de consommation aussi. Mais dans le même temps, vu que Génipa n'a pas été la seule de nos causes, on a défendu d'autres dossiers. À Saint-Joseph, la jeune fille qui était harcelée, le cas d'Hervé Pinto, le cas de Madame Rémillon Diamant, plein d'autres cas Mhm. où finalement, eh ben, les familles voient ce qu'on fait pour leurs proches, pour leurs membres, pour leurs amis. Et ils se disent, bon, on va quand même percer le mystère. Avec tout ce que la presse a raconté sur ces gens-là, on va quand même essayer de les approcher. On va quand même essayer de les approcher. Et du coup, vous pouvez le voir actuellement, il y a une nouvelle vague Mhm. qui est arrivée. Et cette vague-là, pour beaucoup, nous disent, on était contre vous. Hein. Mais c'est là qu'on prend fait yo même. Yoka dit que yo, j'ai épuisé tous les recours au tribunal. J'ai fait constat d'huissier. J'ai fait intervenir X et Y, ça n'avance pas. Je comprends pourquoi ces gens-là sont dans la rue. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont ceux qui sont les plus vindicatifs. Donc finalement, aujourd'hui, il y a une nouvelle ère. En tout cas, la Oui, population vous regarde oui. d'un autre œil. Et puis Est-ce nous que avons vous êtes... percé le mystère de la presse aussi. Nous avons décidé, une frange a décidé que, bon, nous, on pense que la presse martiniquaise, c'est nous aussi. Mhm. Sabrina Doré, c'est vous, c'est moi. Martinique Première, il y a des journalistes. Et donc, on s'est dit, non, nous, on ne peut pas toujours ne pas dire ce qu'on fait. Mhm. Et donc, depuis 2 ans à peu près, comme vous pouvez le voir, moi, je vais souvent dans la presse, le R va souvent dans la presse. Nous avons des camarades, Alex Granville du comité 13 janvier qui va dans la presse. Et le regard est beaucoup plus apaisé. Et nous recevons beaucoup de remerciements. Alors, la partie féminine du militantisme, est-ce que c'est simple ou compliqué d'être femme militante? Je crois que je suis hermaphrodite. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Je pense que j'ai des testicules cachés quelque part. Et puis Ça, j'ai c'est une le apparence côté féminine. femme Oui. martiniquaise Non, non, aussi. non. La Mm. femme, moi je suis issue d'une famille où les hommes sont plutôt en retrait et les femmes sont très en avant. Mhm. Donc moi déjà dans mon ADN, la femme a toujours tenu le crachoir. Par exemple, ma grand-mère a fait les premières grèves de 1900, elle est née en 1912, elle m'a raconté comment elle procédait. Mhm. Ma mère est issue du Bumidum, elle a dû partir en France. Elle m'a dit comment elle arrêtait des métros, des trains, des bus en France pour revendiquer le droit au congé bonifié, comment elle a pris des métros, quand je dis des métros, des blancs, hein, sans racisme aucun, comment elle a réussi à les faire rentrer dans la cause. Donc il faut être déterminé, il faut être Mhm. volontaire. Moi, je suis issue de cette trempe-là. Donc le sexisme, le machisme, je l'écrase, Mhm. sans complexe. Mais il y en a ou pas? Bien sûr, il n'y a Ok. que ça d'ailleurs. Ok, parce que c'est vrai que dans les manifestations, on voit beaucoup les hommes, on en voit des femmes, il suffit d'y Ouais. aller, mais on voit beaucoup les hommes en avant. Et la question, c'est est-ce que vous aviez toute votre place Ah, dedans? bien sûr. Et faut pas croire qu'on apporte le sucre et les hommes, ils apportent le sel. On a le sucre et le sel, nous les femmes. Donc on a... Non, en tout cas, tous les hommes qui ont tenté se sont mordus les doigts, même à l'intérieur du mouvement. Et est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui, des choses que vous auriez fait différemment?
Le regret que j'ai, c'est peut-être, je le prends pour moi, peut-être, de ne pas avoir trouvé la bonne formule au bon moment pour que le peuple soit uni autour de ces questions-là. C'est mon seul regret, mais j'y travaille. Et les réflexions pour l'avenir, est-ce que vous avez des projets aujourd'hui? Des projets, on en a tous les jours. Des projets, on en a tous les jours. Mais force est de constater que dans ce système actuel, il est très difficile de pouvoir nous épanouir puisqu'il y a une norme. Nous sommes sur l'article 73 de la Constitution française qui est un statut d'assimilation. Aujourd'hui, la Martinique est régie comme Paris ou n'importe quelle région de France, ce qui tue nos spécificités. Or, j'estime qu'un petit caillou comme le nôtre est très grand et très porteur de culture, de messages, de brassage culturel. Et je pense que le cadre législatif actuel nous empêche d'être qui nous sommes vraiment. Alors justement, en parlant de qui nous sommes vraiment, qui sont les militants? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent? Je parle globalement de ceux à l'échelle martiniquaise, mais Guadeloupe, Guyane, puisque vous échangez avec tout le monde. Est-ce que ce sont des gens qui travaillent, des gens qui ont des postes à responsabilité, ou au contraire qui doivent faire profil bas, ou au contraire qui sont complètement hors du système, Sous en la, grande ca- majorité, hein? Sous la cagoule, vous avez toutes les CSP. Toutes les catégories socio-professionnelles sont sous la cagoule. Mhm. Vous pouvez avoir des ambulanciers, des avocats, des médecins, des docteurs en droit, des agriculteurs, des ingénieurs agronomes, des hôtesses de l'air, des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA. Et Vous quand vous dites avez, sous la cagoule, là, c'est ceux qui agissent un peu masqués ou quand même qui même, vont... vous en avez devant le tribunal qui sont assis là sur une chaise, vous les voyez, ils sont masqués, Mhm. mais ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils vont poser une journée de congé ou sur leur jour d'RTT, ils vont venir. Ou ils prennent carrément des congés parce qu'ils se disent ah, si menta a quelque chose, faut que moi là. Mhm. Vous voyez? Mais sous la cagoule, personne ne sait qui est qui. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, au final, la réponse à la question, est-ce qu'on peut être militant et rester inséré dans la société? Bien sûr, Très bien. bien sûr. Merci à vous. Pour la changer, la société. Merci à vous d'avoir C'est moi, répondu à mes merci. questions. Et merci à vous d'être fidèle à Parole d'influence. Surtout, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.